Alors, nous voici maintenant aux troubles du spectre de la schizophrénie que vous allez trouver au chapitre 9 de votre manuel. Donc, la définition du trouble du spectre de la schizophrénie, c'est l'ensemble des troubles caractérisés par des symptômes de psychose. Donc, on va voir ce qu'est la psychose. Il faut savoir que la psychose, elle est au cœur des troubles du spectre de la schizophrénie. Donc, c'est ces symptômes-là qui sont en cause ici. La psychose, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un trouble de la pensée. Donc, vous allez voir que beaucoup va se passer dans le traitement de l'information. Donc, un trouble de la pensée qui perturbe le rapport au réel, donc c'est pour ça qu'on parle d'une perte de contact avec la réalité, en raison d'une désorganisation du traitement de l'information, des perceptions, donc la compréhension de la réalité encore une fois, du langage et même de la motricité de la personne. Donc, il s'agit d'un trouble sévère, envahissant, souvent temporaire, c'est-à-dire qu'une psychose va avoir une durée X, mais la personne ne sera pas dans un état de psychose continue, bien sûr, qui entraîne évidemment une souffrance marquée. Donc, il y a deux types de symptômes à la psychose. Il y a ce qu'on appelle des symptômes positifs et des symptômes négatifs. Symptômes positifs, c'est ce qui est un ajout au fonctionnement normal d'une personne. Donc, on va se rendre compte qu'elle a quelque chose de plus. Alors que les symptômes négatifs, c'est ce qui constitue une perte ou un appauvrissement plutôt des conduites ou des émotions par rapport au fonctionnement normal sans la psychose. Donc, il va avoir des pertes par rapport à son état normal. Donc, voici ce que sont ces symptômes-là. Parmi les symptômes positifs, il y en a 4, parce que j'ai dit tantôt qu'il y avait 5 symptômes. Bien sûr, 4 sont des symptômes positifs et 1 est des symptômes négatifs. Donc, il y a au départ les idées délirantes, qui est évidemment un symptôme positif, de même que les hallucinations, les pensées et discours désorganisés et les comportements grossièrement désorganisés. Et il y a en plus de ça des symptômes négatifs. Qu'est-ce que sont les idées délirantes? Donc, ce sont des idées ou des croyances qui sont erronées, qui résistent à l'épreuve des faits. Donc, bien sûr, le mot important ici, c'est erroné, c'est-à-dire que ce n'est pas réel, mais la personne en est convaincue. Et vous allez voir que dans les faits, personne d'autre ne pourra attester de ça, sauf cette personne-là. Idée délirante de persécution, c'est d'espèce, on va appeler ça sinon la paranoïa, c'est avoir l'impression qu'on est victime d'un complot, qu'on nous pourchasse, qu'on nous veut du mal, donc tout est relié à quelque chose en lien avec nous-mêmes, qu'on nous pourchasse. De grandeur, c'est avoir l'impression qu'il y a quelque chose de gros qui se passe à notre rapport. Donc, je pourrais penser que je suis le fils de Dieu. Sinon, cette personne-là pourrait avoir la forte croyance qu'elle sera visitée par une superstar internationale à l'occasion de son anniversaire, ou qu'elle est l'enfant du roi X, ou qu'elle-même est un roi. Hein? Mais bien sûr, ce n'est pas réel, mais ça se passe dans sa tête. C'est pour ça qu'on appelle ça un délire. De référence, c'est avoir l'impression que ce qui se passe autour de nous se rapporte à nous. Donc, on pourrait parler de quelqu'un, à titre d'exemple, qui regarde le bulletin de nouvelles le soir et qui a l'impression que le lecteur de nouvelles parle de lui. Ou il va avoir l'impression que la discussion qu'il y a à la table d'à côté, à la cafétéria, qui parle de lui. Donc, si on rit, on va avoir l'impression qu'il rit de lui, etc., etc. Donc, c'est ramené à soi. Des idées délirantes, érotomaniaques et de jalousie, c'est qu'on va avoir l'impression que quelqu'un est en amour éperdument avec nous, quelqu'un veut avoir des relations sexuelles avec nous, mais bien sûr, on est dans quelque chose qui n'existe pas. Vous allez voir, hein, pour tout ça, il y a des exemples dans les pages qui suivent, mais moi, j'y vais de façon plus générale pour que vous compreniez et que vous alliez valider, si on veut, avec les exemples là, par la suite. Nihiliste, c'est avoir des idées délirantes en lien avec une catastrophe, donc avoir l'impression qu'une catastrophe s'en vient, qu'il va se produire une tornade ou un tremblement de terre extraordinaire et tout ça, alors que évidemment rien n'en est. Et sinon, somatique, c'est lié à son propre corps, donc avoir l'impression que mon sang qui circule à l'intérieur de moi est irradié ou empoisonné, ou que plutôt qu'avoir du sang qui coule, ce serait du lait. Je donne des exemples comme ça, là, mais évidemment, on est toujours dans des idées délirantes. Sinon, on a des hallucinations, donc ce sont des perceptions qui ne proviennent pas de stimuli externes. Donc, on va souvent parler, les plus importantes là sont les hallucinations auditives et visuelles, c'est-à-dire que la personne va entendre des choses qui n'existent pas, des voix souvent. Et ce qu'on nous dit, c'est que ces voix-là sont pas très agréables. Ce sont des voix qui vont être dénigrantes à son sujet ou qui vont dire des bêtises ou qui vont l'inciter à commettre des gestes peut-être d'agression.
Du moins, c'est les plus fréquentes qu'on entend. Sinon, des hallucinations visuelles, c'est ils vont voir des choses qui n'existent pas. Donc, ils pourraient voir du sang couler sur les murs, ils pourraient voir des araignées, ce qui va les rendre bien sûr effrayés, alors qu'il n'y a rien de cela là, qui est réel. Olfactive et gustative, c'est-à-dire ce qu'ils vont sentir ou ce qu'ils vont goûter. Donc, ça peut être quelqu'un pendant un repas familial, tout le monde va trouver que la nourriture est très bonne, mais cette personne-là va avoir l'impression que ça goûte le sang ou, pire encore, que ça goûte les excréments ou que les odeurs sont toujours désagréables là, autour de lui. Donc, on est plus dans des hallucinations olfactives et gustatives. Sinon, tactile, c'est avoir l'impression des sensations qui se passent avec son corps qui sont pas réelles. Donc, avoir des démangeaisons, par exemple, avoir l'impression qu'il y a des bébites à l'intérieur de sa peau qui lui font piquer et tout ça. Donc, ce sont des exemples. Sinon, il y a les pensées et les discours désorganisés, donc un langage qui est complètement incompréhensible, quelqu'un qui va babiller comme un enfant, donc on ne pourra même pas comprendre la prononciation de ses mots, ou quelqu'un qui n'aura pas de fil dans les idées, qui va nous raconter des choses, mais que ça ne fait pas de sens, passe du coq à l'âne et tout ça. On va pourtant avoir l'impression de converser avec lui. Il va nous donner l'impression physiquement de converser avec nous, alors que son discours est complètement désorganisé, décousu, il ne fait pas de sens. Sinon, les comportements grossièrement désorganisés, on va parler des actions qui sont erratiques ou des comportements bizarres ou de l'immobilité. Donc, ça peut être quelqu'un qui prend une position immobile pendant plusieurs heures. Sinon, on va avoir quelqu'un qui est dans une position particulière, mais qui va être raide comme une barre, qu'on va tenter de lui déplier le bras, mais on ne sera incapable. Et ça peut durer là, des heures, voire une journée complète. Donc, c'est pour ça qu'on se dit qu'il y a quelque chose qui est ajouté à son fonctionnement normal et qui nous fait dire c'est pas tout à fait normal ce qui se passe, là, bien sûr. Alors, on va aussi voir de l'écholalie ou de l'échopraxie. L'écholalie, c'est répéter les paroles qu'on entend, tel un perroquet. Donc, tu vas dire quelque chose que moi, je vais toujours répéter les mêmes paroles que toi. L'échopraxie, c'est répéter les comportements ou les actions. Donc, tu vas te déplacer de gauche à droite, ben lui, il va te suivre de gauche à droite, puis on va dire, ouais, qu'est-ce qui se passe? Lui, il est complètement fou. Alors oui, c'est un comportement qui est un ajout au fonctionnement normal de la personne, mais qui nous dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien chez cette personne-là. Sinon, les symptômes négatifs, j'y reviens un petit peu plus tard. Donc, ce sont les 5 symptômes, les 4 symptômes positifs, plus le symptôme négatif qui fait 5 symptômes de la psychose. Vous avez des exemples ici des idées délirantes et d'autres exemples ici, et sinon des exemples des hallucinations. Et des discours des organisations aussi du discours et de la pensée et des comportements qui sont grossièrement désorganisés. Donc, pour les symptômes négatifs, on va parler d'émoussement affectif. Donc, c'est un appauvrissement des capacités à décoder, à reconnaître et à exprimer les émotions. Donc, ils ne sont pas capables de comprendre l'émotion chez l'autre personne. Donc, il va y avoir cette espèce de perte là, de contact là, avec émotif avec l'autre personne, une rupture entre les émotions et leurs expressions. Donc, normalement, on devrait s'attendre à une réaction de joie si on lui annonce la naissance d'un enfant, alors que lui va presque se mettre à pleurer, ou le contraire, dans un cas où on lui annonce un décès, lui pourrait se mettre à rire. Donc, il y a toute cette inadéquation-là, si on veut, là, avec ce qui se passe dans le réel, entre le contexte et l'émotion exprimée, par exemple. Sinon, avolition, c'est-à-dire une difficulté à prendre une décision, à agir ou à commencer une activité importante. Donc, c'est cette espèce de passivité-là ou de perte de volonté ou d'énergie que normalement on verrait chez la personne, mais qui n'est plus présente. Et on va le voir aussi sur la page suivante, ici avec la dénonie, là, qui est l'absence de plaisir. Normalement, c'est une personne qui prend plaisir à faire telle activité. Tout à coup, ces activités-là ne lui procurent plus de plaisir. Sentiment que la vie est aussi une perte d'intérêt, tout ça. Donc c'est ce qu'on appelle de l'anédonie. Sinon, il y a l'alogie, qui est la difficulté à s'exprimer verbalement, pauvreté du langage, tant sur le nombre de mots que sur son contenu. Donc, on va voir que cette perte-là, si on veut, sur le plan langagier. Et sinon, le retrait social, qui est à dire un désinvestissement de la sphère sociale, soit par les interactions sociales, les activités normalement qu'elle va faire, ou sinon professionnelles, c'est-à-dire qu'elle n'est plus en mesure de se présenter sur le marché du travail. Donc voilà, le trouble de la schizophrénie, c'est le plus connu et souvent celui qui est le plus invalidant, si on veut, de par son nombre de symptômes et de l'impact de ces symptômes-là qui vont créer une grande désorganisation chez la personne qui en est atteinte. Il me reste à peu près 4-5 minutes pour vous présenter les différents troubles du spectre de la schizophrénie. Il y en a plusieurs. Il y a le trouble délirant, trouble psychotique bref, le trouble schizophréniforme, la schizophrénie, trouble schizoaffectif, le trouble psychotique dû à une affection médicale générale ou le trouble psychotique dû à une
à une intoxication, si on veut, là, à l'utilisation de substances. Je viens avec le plus important, qui est le trouble de la schizophrénie. 3 critères importants. En A, on nous dit que la personne doit avoir 2 des symptômes de la psychose qu'on vient de nommer, mais obligatoirement le 1, le 2 ou le 3, c'est-à-dire soit des hallucinations, des idées délirantes ou un discours désorganisé, présent pendant au moins un mois. En B, on dit que ces symptômes-là doivent créer un problème, si on veut, au niveau du fonctionnement, soit dans le travail, dans les relations interpersonnelles et de l'hygiène personnelle, d'une façon marquée par rapport à ce qui était avant. Okay? Et en 3, on nous dit que les signes continus du trouble vont persister durant au moins 6 mois. C'est-à-dire qu'on va parler des symptômes résiduels, soit que certains de ces symptômes-là vont rester. Il faut que ce soit au moins un mois, évidemment, en A, mais ils vont être présents pendant plus de 6 mois. C'est là qui est un petit peu particulier, mais on dit ici, les signes continus du trouble persistent depuis au moins 6 mois. Pendant cette période de 6 mois, les symptômes répondent aux critères A, on les a nommés tantôt, doivent avoir été présents pendant au moins un mois. Dans le même laps de temps, les symptômes prodromiques ou résiduels peuvent également se rencontrer. Pendant cette période prodromique résiduelle, les signes du trouble peuvent se manifester par des symptômes négatifs ou par 2 ou plus des symptômes listés en A. Donc, ce que ça veut dire finalement, c'est que c'est minimum 6 mois. OK? On a dit en A, c'était 1 mois, il devrait être présent au moins 1 mois, mais ça va au-delà de 6 mois. Voilà. On utilise bien des délais comme ça, c'est plus simple. Ici, on nous nomme les autres troubles. Juste pour faire la nuance, trouble délirant, c'est-à-dire que la personne n'aura qu'un seul symptôme, des idées délirantes qui vont être présentes durant au moins 1 mois. Il n'y aura pas d'hallucination, il n'y aura pas tous les autres symptômes, seulement des idées délirantes pendant plus d'un mois, alors on aurait un trouble délirant. Trouble psychotique bref, c'est-à-dire un seul des symptômes de la psychose, rappelez-vous, il y en avait 5 tantôt, au moins un seul, à l'exclusion des symptômes négatifs, et ces symptômes sont présents au moins un jour, mais moins d'un mois. Donc, le nombre de symptômes est moins long, ainsi que la durée. 1 jour à 1 mois, un seul symptôme. Schizophréniforme, la présence d'au moins 2 des 5 symptômes de la psychose qu'on a nommés tantôt, qui sont présents pendant plus d'un mois, mais moins de 6 mois. Donc, ici, schizophréniforme, c'est la durée qui est différente. Hein? Rappelez-vous, tantôt, schizophrénie, on a dit pendant plus de 6 mois. Là, ici, on parle de moins de 6 mois. Plus d'un mois, moins de 6 mois. Voilà. Trouble schizoaffectif, en plus des symptômes positifs ou négatifs qu'on a nommés tantôt, il y a soit un épisode de dépression majeure ou un épisode maniaque. On l'a nommé un petit peu plus tôt tantôt, donc ça prend ça en surplus de. Trouble psychotique dû à une affection médicale, on va parler des hallucinations ou des idées délirantes qui ont pour origine une perturbation physiologique d'ordre médical, c'est-à-dire quelqu'un qui aurait fait, par exemple, un choc septique à l'hôpital ou qui réagirait là, plutôt à quelque chose qui va se passer autre que juste dans sa tête, donc quelque chose qui est plus physiologique à l'intérieur de son corps, donc un problème autre. Et sinon, trouble psychotique induit par une substance, c'est-à-dire quelqu'un qui va ressentir les mêmes symptômes de la psychose, mais qui va être dû à sa consommation de substances psychoactives. Et on va le voir dans l'unité d'apprentissage numéro 2, davantage chez les très gros consommateurs de cannabis. Donc, plus ils en consomment, certains vont se retrouver avec des symptômes de la psychose, donc on va avoir l'impression qu'ils sont schizophrènes, mais ces symptômes-là sont présents uniquement parce qu'il y a la prise de substances psychoactives. S'il n'y avait pas ces substances-là, la personne ne serait pas atteinte de ces symptômes-là. Alors voilà pour les troubles du spectre de la schizophrénie. Ce qu'il faut retenir, c'est que la schizophrénie comme telle, c'est au moins 6 mois la présence de 2 des 5 symptômes qu'on a nommés tantôt. Donc au moins les idées délirantes, les hallucinations ou les comportements grossièrement désorganisés. Alors voilà, on se revoit tantôt pour une autre capsule. Merci, et à plus tard. Et n'hésitez pas à aller lire les autres pages, là, il y a beaucoup plus que ce que je viens de vous nommer là pour venir faciliter votre compréhension. Merci, à plus tard.